Donc, moi, je me présente, je m'appelle Josiane Rochon, je suis propriétaire de la franchise de Gatineau, originaire de la région ici en Outaouais, infirmière de carrière. J'ai décidé d'aider la communauté d'une façon un peu différente en leur permettant de demeurer à la maison le plus longtemps possible pour les gens qui souhaitaient demeurer à la maison. Et puis, Marie? Marie-Josée Cadieux de l'Outaouais également. Moi, je dirige la succursale de Hall. Et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai réalisé que moi-même, j'ai été proche aidante de quelques membres de ma famille, donc à différentes périodes de ma vie. Puis c'est en réalisant les besoins qui étaient pas assez comblés à mon goût que j'ai décidé de moi aussi me lancer dans l'aventure du service des soins à domicile, en fait. Pour ce qui est de notre collègue Sandra, qui n'est pas avec nous, elle est la propriétaire de la succursale Elmer-Pontiac. Elle a été enseignante et directrice d'école pendant de nombreuses années. Puis, au moment de prendre sa retraite, elle a décidé qu'elle avait besoin de nouveaux défis. Ayant été également proche aidante de ses parents pendant une dizaine d'années, elle voyait aussi qu'il y avait un besoin flagrant de ce côté-là. Alors, elle a décidé de s'y lancer. Évidemment, nous, on représente les succursales de l'Outaouais. Il y en a plusieurs partout au Québec. Et j'imagine qu'il y a des gens qui sont ici avec nous qui viennent d'autres régions. Alors, pour les gens qui sont avec nous ou qui seront à l'écoute plus tard, sachez que ça nous fera plaisir de vous mettre en contact avec les dirigeants des autres succursales. Comme je dis, il y en a partout au Québec. Alors, faites-nous signe et merci beaucoup de votre écoute. Donc, nous, notre mission, en fait, c'est une mission qui est assez simple. En quelques mots, la mission, c'est tout simplement d'offrir du soutien à domicile qui est sur mesure pour les personnes âgées ou les proches aidants afin qu'ils puissent continuer à vivre dans leur confort et sécurité de leur maison malgré les défis que l'âge ou la maladie peut apporter. J'ai oublié de mentionner également, là, nous, on est en train de présenter avec le partage d'écran, donc on ne voit pas si jamais vous avez des questions ou des commentaires, peut-être juste lever la main avec l'onglet pour qu'on puisse être informé s'il y a des questions. On pense également qu'en plus de la mission, en fait, chaque personne mérite de vieillir dignement dans son environnement familier et rassurant. On est à l'écoute des besoins qui sont uniques à chaque famille et on offre une aide personnalisée avec une présence bienveillante. Nos services vont bien au-delà d'une assistance régulière. En fait, c'est une extension de l'amour et du respect que vous souhaitez offrir à vos proches avec des solutions qui sont adaptées et des accompagnements flexibles pour contribuer, en fait, à ce que chaque domicile soit un lieu de vie empreint de sécurité et de sérénité. On a ici un petit vidéo, en fait, là, qu'on va vous mettre pour mettre en lumière les services aux gens ayant les besoins avec leurs proches aidants. Un petit vidéo de quelques minutes, puis ça met aussi en lumière Alison Green, qui est la fondatrice de l'entreprise. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Alison? Oui, Alison, elle a la cause des soins à domicile à cœur, autant que nous, mais sinon plus, évidemment. Elle se démarque par ses actions, son leadership, sa vision, ses échanges avec le gouvernement et tout. Vous l'avez peut-être vu dans les médias d'ailleurs dans la dernière semaine. Mon rêve, c'est vraiment que la société change leur mentalité sur comment on peut aider les personnes âgées à rester à domicile. On a tous, comme société, un mindset qu'on doit placer les personnes âgées et je veux créer des solutions pour que les gens puissent avoir cette possibilité-là comme famille de choisir de rester à domicile. J'ai commencé Bien chez soi il y a 13 ans. L'idée est née d'un besoin familial. Mon grand-père avait été hospitalisé pendant 2 ans et la seule solution qui lui avait été offerte à ce moment-là était d'aller dans un CHSLD. Ce n'était pas une option pour ma grand-mère ni pour ma famille. Alors, j'ai embauché ma première préposée qui a assisté mes grands-parents.
Et de fil en aiguille, j'avais de plus en plus de clients, plus en plus d'employés. Et après 1 an, j'ai dû quitter mon emploi pour me dire que je me lançais vraiment en affaires dans le projet qui est bien chez soi. On offre des services aux personnes âgées pour les permettre de rester à domicile le plus longtemps possible, mais on offre aussi des services aux jeunes familles qui n'ont pas nécessairement assez de temps pour être en mesure de faire tout ce qu'ils ont besoin dans la maison. Alors, pour offrir un peu plus de temps et un peu plus de qualité à des jeunes familles, en offrant des services de nounou à domicile ou d'entretien ménager ou préparation des repas. On offre aussi des services pour des gens qui vivent avec différents handicaps physiques ou mentaux. Alors, on offre un petit coup de main à ce niveau-là. Chez Bien Chez Soi, on est vraiment spécialisé dans le jumelage entre nos clients et nos employés. On fait une évaluation des besoins des clients et une évaluation des besoins des employés pour nous assurer d'avoir le meilleur jumelage entre les deux. Une bonne préposée pour Bien Chez Soi, c'est vraiment quelqu'un qui veut faire la différence dans la vie de quelqu'un, qui veut prendre le temps avec une famille. Ce qui est vraiment important, c'est que ce soit quelqu'un de cœur, qui veut s'investir dans la vie de quelqu'un. Ma plus grande fierté, c'est sûr d'avoir permis mes grands-parents de rester à la maison ensemble. On les a permis de rester ensemble pendant 8 ans. Mon grand-père est décédé à la maison, entouré de sa famille. C'est sûr que c'est ma plus grosse fierté. Mes clients, mes employés, mes franchisés font tous partie de la grande famille Bien Chez Soi. Donc, permettez-nous, après cette belle vidéo, quelques statistiques sur les troubles neurocognitifs au Québec. Alors, le nombre de personnes vivant avec un trouble neurocognitif est, et on n'en sera pas surpris, en augmentation au Québec. Dans la province, en 2024, les troubles neurocognitifs touchaient plus de 170 000 personnes. On estime qu'actuellement, il y a plus de 30 000 nouveaux cas de troubles neurocognitifs par année. Les chercheurs estiment que d'ici 2050, plus de 360 000 personnes vont vivre avec un trouble neurocognitif au Québec. C'est intéressant à souligner, 62 % des personnes qui vivent avec la maladie sont des femmes. En 2022, plus de 95 000 personnes proches aidantes prodiguaient plus de 2 millions d'heures de soins par semaine. Les proches aidants des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif fournissent en moyenne 26 heures de soins par semaine. C'est 2 heures de plus qu'une journée complète, là, y compris le dodo. On se rappelle que plusieurs de ces personnes aussi travaillent en plus de ça à temps plein. Oups. Pardon. Alors, avant de s'attaquer aux définitions des troubles cognitifs, sachez que nous ne nous prétendons pas experts du sujet. Il y a évidemment des organismes qui le sont. Par exemple, la Clinique Mémoire qui nous a invités à parler aujourd'hui et la Société l'Alzheimer Canada de l'Outaouais et de toutes les régions, entre autres. Mais pour les besoins de la cause, regardons ensemble ce que sont les troubles neurocognitifs. Ceux-ci regroupent des conditions qui affectent la fonction cognitive, comme la mémoire, les pensées, la perception et le raisonnement. Parmi ces troubles, on retrouve évidemment l'Alzheimer, mais aussi le Parkinson et les troubles neurocognitifs. Excusez-moi, les maladies neurodégénératives, toutes mes excuses. Si on s'attarde un peu plus à l'Alzheimer, on peut distinguer 3 stades. Il y a le stade léger qui commence à perturber les activités de la vie quotidienne. On oublie des événements récents, on a la difficulté à l'admettre, évidemment. On a la difficulté à apprendre de nouvelles choses ou modifier des habitudes. Au stade modéré, il y a des pertes de mémoire un peu plus importantes. La mémoire à court terme est diminuée. On oublie des événements récents et des événements du passé. Rendu au stade avancé, la perte des souvenirs et même, on perd des souvenirs qui sont les plus anciens et il y a atteinte à la mémoire à long terme. Ces changements dans la mémoire et la pensée peuvent rendre difficile la gestion de la vie quotidienne, ce qui nécessite un soutien constant et une adaptation du cadre de vie. Les besoins spécifiques des personnes atteintes de troubles neurocognitifs incluent un accompagnement personnalisé, adapté à chaque individu et ses capacités. La création d'un environnement familier et sécurisant joue un rôle crucial pour favoriser leur autonomie et leur confort. La gestion de la sécurité et de la mobilité devient un enjeu majeur. Par exemple, les personnes peuvent éprouver des difficultés à se déplacer ou à prendre des décisions, ce qui nécessite un suivi régulier et des mesures pour prévenir les incidents.
Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment-là quand on arrive à la maison puis qu'on est dans la cuisine, on se prépare un bon café chaud ou bien qu'on s'assied sur notre fauteuil préféré sur le bord de la fenêtre. Mais ça, c'est un sentiment là, que notre maison nous apporte. C'est un petit rituel, c'est des petits rituels en fait qui sont rassurants pour nous. Mais eh bien, décider de demeurer à la maison, c'est ça aussi, c'est de choisir la sécurité et le confort de notre environnement qui est familier. Un lieu où on se sent ancré, protégé, libre des pressions extérieures qu'on peut parfois ressentir dans d'autres environnements. En restant chez soi, c'est également de s'offrir le luxe de recevoir notre famille, nos proches, quand et comment on le souhaite. De conserver tout le contrôle sur votre espace, votre liberté, de le partager à votre rythme en créant un environnement où chacun se sent le bienvenu et qui est à l'aise. Ils savent qu'ils ne dérangent pas, sont chez vous, sont bien avec vous. La maison devient alors un lieu d'échange où est-ce que les souvenirs se créent, où est-ce que les moments privilégiés qui peuvent être créés sans contrainte imposée. Sans oublier aussi que demeurer à la maison, ça veut dire qu'on se permet de garder la compagnie fidèle de notre animal de compagnie, une présence qui peut être apaisante pour plusieurs et réconfortante. Enfin, demeurer chez soi, c'est affirmer notre volonté de rester maître de nos choix et de notre quotidien. C'est préserver notre liberté d'agir selon nos besoins et nos envies sans subir, comme je disais un peu plus tôt, le rythme imposé par l'extérieur. C'est plus qu'un simple confort, c'est une décision qui nous permet de reprendre le contrôle sur notre vie et de cultiver notre précieuse autonomie. Comme vous le savez, hein, nos besoins vont évoluer tout au long de notre vie, c'est normal. C'est pourquoi on a à cœur de vous accompagner de manière personnalisée selon vos besoins spécifiques et votre niveau d'autonomie. Nous n'allons pas vous proposer des services qui sont tous faits à l'avance, mais bien des éventails de solutions sur mesure pour répondre à votre confort et votre bien-être. Notre approche, en fait, ça repose sur l'idée où est-ce que vous-même, vous êtes au centre de notre préoccupation. On est là pour vous et non le contraire. Chaque étape de votre parcours est prise en compte avec un ajustement de nos services en fonction de votre état, de vos envies, de vos préférences et de vos besoins personnels. Ce n'est pas une aide standardisée, comme je disais un peu plus tôt, mais un véritable partenariat qui s'adapte à vous, qui vous soutient tout au long de votre quotidien, tout en préservant l'indépendance qui est si importante. Que vous ayez besoin de services de soutien à court ou long terme, on est toujours là pour ajuster nos soins en fonction de vos particularités avec respect et bienveillance. C'est important pour nous. Nos services visent à être présents de manière continue pour assurer votre qualité de vie. Parmi les services qu'on offre, on retrouve de l'aide avec l'entretien ménager qui vous permet de garder votre maison propre et ordonnée, mais on offre aussi de l'aide avec des tâches quotidiennes, qu'elles soient simples ou complexes, comme faire l'épicerie, comme aller à des rendez-vous, comme se rendre à la salle de bain, par exemple. De plus, nos équipes sont formées pour vous accompagner dans des déplacements sécuritaires pour votre hygiène personnelle, pour des soins post-opératoires, pour vous aider à récupérer après des interventions médicales. On poursuit également des soins dans le domaine des soins palliatifs pour la prise en charge respectueuse et humaine dans les moments qui sont aussi les moments les plus difficiles. En choisissant bien chez soi, vous faites le choix d'un service qui est flexible, attentif et digne de confiance. Nos soins ne sont pas simplement une assistance, mais la véritable volonté de vous accompagner dans votre autonomie pour conserver cette autonomie-là, mais aussi avec la promesse de toujours vous offrir ce qui correspond le mieux à vous selon votre situation. Puis, chez Bien chez soi, un petit peu plus tôt, là, c'est sûr que la vidéo qu'on a regardée date de quelques années, là, mais chez Bien chez soi, ça fait en fait plus de 16 ans là, qu'on se spécialise dans les soins à domicile, puis qu'on cultive cette passion-là, ce professionnalisme-là pour être les spécialistes dans le jumelage personnalisé entre nos bienveillants, qui sont nos employés, et nos clients, en prenant compte des besoins variés, y compris ceux pour les gens qui sont atteints de troubles neurocognitifs. Chaque personne a ses spécificités, ce qui soit en matière de mémoire, de mobilité ou d'autres aspects de la santé. Et pour nous, c'est de proposer des soins qui sont tous uniques et parfaitement adaptés à votre situation, à vos préférences et à vos capacités.
On croit profondément que la qualité de nos services repose sur une approche qui est individualisée, où le bien-être, l'écoute, le respect, toujours important de conserver cet aspect-là dans la capacité de chaque personne, soit au niveau au centre même de nos préoccupations. C'est pourquoi que dès notre première rencontre, on y accorde une importance capitale à cette première rencontre-là, parce qu'on va faire une rencontre en personne. On va tenir compte de tout ce qui vous entoure, de tout votre environnement. Donc, pour ce faire, on sera en personne, on va voir le niveau d'autonomie, les capacités sociales des individus, on va aller voir au niveau de la mémoire, le sens cognitif. Puis pour nous, c'est important de s'adapter à vous, à vos besoins et à votre environnement. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'entre autres, on prend le temps de bien aller vous visiter dans votre milieu de vie, de voir de près vos conditions dans lesquelles vous évoluez à tous les jours. Ça nous permet de mieux saisir les difficultés que vous pouvez rencontrer, soit dans la gestion du temps, l'organisation des activités ou l'accomplissement des tâches domestiques. Cette rencontre-là, comme je disais en personne, est cruciale pour prendre le temps de bien comprendre la réalité que vous vivez, peu importe les troubles, que ce soit des troubles cognitifs, des troubles psychologiques, des troubles physiques, car pour nous, ça nous offre vraiment un aperçu direct de votre environnement et de vos besoins qui sont uniques à vous. Lors de cette rencontre-là, on s'assure également de pouvoir répondre à toutes vos questions puis vos préoccupations sans obligation quelconque de votre part. C'est vraiment important pour nous que vous vous sentiez à l'aise de nous partager vos besoins et que vous nous faites part des aspects spécifiques de votre quotidien qui nécessitent une attention pour qu'on soit en mesure de vous aider. On va remplir ensemble une fiche qui s'appelle la fiche des besoins. Ça devient en fait un outil essentiel pour structurer nos services de manière à ce qu'ils soient adaptés à vous. Cette fiche-là nous permet de recueillir des informations sur les aspects de votre vie quotidienne qui peuvent être impactés par, comme je disais tantôt, des troubles neurocognitifs ou autres. Puis, c'est un guide pour la mise en place d'un plan d'accompagnement qui va être sur mesure à vous selon vos besoins. Cette rencontre nous assure ainsi que le soutien soit également parfaitement adapté aux défis que vous rencontrez, vous et aussi les proches aidants qui sont là pour vous pour accompagner la personne qui a besoin d'aide. Ça nous permet aussi d'engager sur un accompagnement qui est respectueux, toujours personnalisé et évolutif, bien sûr. Dans cette fiche, on va aller écrire des informations pertinentes comme les tâches ménagères qui peuvent être effectuées pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est des tâches qui seraient effectuées à toutes les visites, mais c'est bien l'inventaire des tâches qui seraient effectuées, qui pourraient vous donner un coup de main dans la gestion de votre domicile. On va aller aussi au niveau de l'alimentation, la préparation des repas, à savoir si la personne est autonome pour s'alimenter seule, pour préparer ses repas seuls, puis on va aller indiquer le niveau d'aide que la personne va avoir besoin pour toujours conserver le même niveau d'autonomie, pour ne pas en perdre assurément, puis pour avoir des soins qui sont adaptés. On va aussi prendre en considération vos préférences ou les besoins nutritionnels qui peuvent être particuliers en tenant compte des restrictions, bien sûr, des allergies ou des régimes spécifiques à chacun. Même chose au niveau de la mobilité. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aide, d'une aide motrice, d'une aide technique comme la marchette ou des déambulatoires, que ce soit le fauteuil roulant, un lève-personne. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin que d'une surveillance, de s'assurer que la personne est en mesure de se déplacer seule, mais qu'il y a une présence quand même au cas où il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, tous ces détails-là sont inscrits pour qu'on s'assure que notre bienveillante qui va être assignée à vous, en fait, soit, qu'elle ait les compétences, les connaissances, qu'elle ait reçu une formation pour ça, mais deux, aussi, qu'elle ait l'expérience du terrain. Donc, c'est une personne qui est expérimentée qui va aller vous porter assistance selon le besoin que vous avez. Même chose au niveau de l'habillement et des soins d'hygiène, que ce soit un trouble neurocognitif, on sait que souvent les gens, pour ce qui est, ça arrive, c'est pas
ça peut être monnaie courante, en fait, que les gens, au niveau de l'hygiène personnelle, ils ont des craintes, ils ont peur de tomber dans le bain, ils ont peur de tomber dans la douche. Même chose au niveau pour aller à la toilette. Des fois, le banc, on a besoin de surélever le banc parce que quand on arrive à un niveau plus bas, en fait, plus bas que 90 degrés, ils ont l'impression de chuter. Donc, c'est toutes des choses qu'on va aller prendre en considération pour s'assurer de bien offrir les services demandés. Puis, il y a aussi le côté social qui vient avec les visites qu'on fait auprès de notre clientèle. Il va y avoir le côté social parce que les gens ont de la visite, donc les proches aidants se sentent qui peuvent aller faire leur commission, qui peuvent aller faire leur sortie, puis sans avoir à craindre que la personne qui reste à la maison soit seule. Donc, il y a ce côté social-là. Il y a des gens qui habitent seuls aussi, qui n'ont pas de proches aidants, qu'on va vraiment aller... des fois, on est les seules visites qu'ils vont avoir de la semaine. Là. Fait qu'on va aller développer tout ce côté social-là pour casser la solitude que les gens peuvent sentir. Mais aussi, si on est en mesure, on va essayer de mettre en place des sorties pour que les gens puissent aller socialiser. Mais c'est sûr que toutes ces sorties-là, c'est des sorties qui vont être approuvées, si on veut, par la famille, par le proche aidant. On prend toujours en considération les risques d'une telle sortie, puis en même temps, ben, les bienfaits que ça peut avoir sur la personne. Puis grâce à cette fiche-là, comme vous pouvez le constater, dans le fond, on va aller structurer toutes nos interventions pour s'assurer qu'on répond de manière adaptée aux besoins qui sont spécifiques à vous, puis aussi de permettre d'offrir un accompagnement qui est personnalisé. Comme que je disais un petit peu plus tôt, là, que ce document-là devient en fait une référence clé là, pour nos services, pour l'aide qu'on apporte. On a un petit souci, voilà. Alors, chez Bien chez soi, on croit que chaque personne mérite un accompagnement unique, respectueux et humain. C'est pour cette raison-là qu'on a un processus de jumelage personnalisé qui permet de créer des liens solides entre le bénéficiaire et le bienveillant. Comme Josiane l'a dit plus tôt, les bienveillants, c'est la façon qu'on appelle nos employés, nos préposés aux bénéficiaires, nos infirmières, nos nounous, tous nos employés. Ce processus repose sur l'écoute active, la compréhension des besoins spécifiques qui auront été discutés à la première rencontre et qui auront été mis dans la fiche des besoins. On recherche des personnes qui partagent les mêmes valeurs avec la personne qui a les besoins. Donc, le jumelage, ce n'est pas juste assigner une tâche à une personne, c'est vraiment le développement d'une relation de confiance. Quand on choisit un bienveillant qui répond aux besoins médicaux, il doit aussi répondre aux besoins émotionnels et sociaux pour créer un environnement de sécurité, mais aussi un environnement bienveillant. Si vous aimez cuisiner, jardiner, parler de littérature, on ne vous enverra pas quelqu'un comme moi qui ne sait pas rien assaisonner, Josiane peut en témoigner, je ne sais pas cuisiner, et qui ne sait pas faire la différence entre un pissenlit et un plant de tomate. Donc, on va vraiment choisir quelqu'un qui a ces intérêts-là, qui sait jardiner, qui cuisine comme un chef. Donc, ce qu'on a, ça va au-delà des simples soins physiques. C'est un soutien affectif constant. C'est essentiel pour le bien-être du bénéficiaire. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour nous que d'avoir un retour de la famille d'un bénéficiaire qui nous dit que leur père, leur mère, leur oncle ont recommencé à sourire ou est resté éveillé durant toute la prestation de service parce que la personne bienveillante, le bienveillant qui leur a été attitré, leur a donné un regain d'énergie. À tout coup, je pense qu'on en a les larmes aux yeux. La bienveillance dans notre approche, c'est écouter, comprendre et offrir un soin respectueux. Tous les gestes comptent. Qu'il s'agisse de respecter les préférences culturelles, écouter les émotions du bénéficiaire ou d'offrir un moment de répit à la famille. Donc, chez Bien chez soi, le jumelage bienveillant, c'est plus qu'un simple accompagnement, c'est une connexion humaine où chaque personne est vue, est écoutée et est respectée surtout. On sait également que la continuité des soins est essentielle, surtout pour les bénéficiaires, pour vous. Quand on vit avec des troubles neurocognitifs, là, cette clientèle-là, en fait, tout petit changement à la routine peut apporter une source d'anxiété ou de confusion. C'est pourquoi que dès la mise en place des services, la bienveillante qui est attitrée à vous va demeurer la même. Ça va être elle qui va être à vos côtés tout au long de la prestation des services.
ça va devenir la bienveillante, votre bienveillante qui sera votre personne ressource pour assurer toutes les visites. En restant constante, elle permet de créer un environnement qui est stable, qui est rassurant et où est-ce que vous allez sentir en sécurité et compris à tout moment. Cette continuité-là va favoriser aussi l'établissement de liens humains, un peu comme Marie disait tantôt, forts entre le client, le bénéficiaire, la famille, la bienveillante. Puis à travers ces rencontres-là qui sont régulières, il y a une relation de confiance, de complicité qui se bâtit. Donc, la bienveillante apprend à connaître non seulement vos besoins qui sont spécifiques à vous, mais aussi vos préférences, vos habitudes de vie, les petits gestes au quotidien qui font en fait toute la différence. Avec le temps, ce lien-là aussi devient une base qui est solide, qui devient une source de réconfort, de sérénité, tant pour la personne qui reçoit les soins, mais pour la famille aussi qui se sent ah, finalement, on a de l'aide, finalement, on a quelqu'un qui s'entend bien avec maman, avec papa, puis qui est là, puis en plus, ben, c'est quelqu'un qui connaît bien la maladie, qui connaît bien les besoins, puis la relation s'établit de cette façon-là. On est aussi soucieux de vous donner des bienveillants qui sont aiguillés par rapport aux défis que vous pouvez rencontrer. Donc, pour nous, chaque bienveillant doit avoir les qualifications nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de chacun des mandats qu'on reçoit. Nos préposés aux bénéficiaires, par exemple, ont tous une formation de RCR pour la réanimation cardiaque. Même chose au niveau du PDSB pour les déplacements sécuritaires du bénéficiaire, ou bien, si besoin, aussi la loi 90 sur l'administration des médicaments. Donc, c'est toutes des choses qu'on s'assure qu'on a les obligations qui sont rencontrées. Puis aussi, on offre une formation qui est adaptée à chaque situation. Il peut y avoir des formations qui sont des éléments clés pour garantir la qualité de nos soins et de nos services, comme par exemple, on va mettre en place des webinaires ou on va mettre en place, on va s'assurer que les personnes ont suivi des formations en ligne ou des formations qui sont données en présentiel, comme par exemple quand que les gens vont chez des familles où est-ce que les gens ont soit la maladie d'Alzheimer ou autre, bien, il y a des trousses qui sont remises à nos bienveillants qui proviennent de la documentation qui provient de soit la Société d'Alzheimer ou du Centre McGill pour justement les aiguiller, s'assurer qu'ils sont au courant de toutes les spécificités, oui, merci, que ces mandats-là peuvent avoir. Fait que nous, au niveau des formations en ligne aussi, il y a beaucoup de, comme je disais, des balados, des webinaires, mais il y a des capsules d'information aussi qui proviennent de la Société d'Alzheimer, la Clinique Mémoire, l'appui aux proches aidants, le Parkinson Québec, etc., juste pour nommer quelques-uns de toute la panoplie de formations qui peut s'y retrouver en ligne sur Internet maintenant. Sans oublier aussi qu'on va faire des petites rencontres d'équipe où est-ce que c'est des mini-équipes où est-ce qu'on va aller vraiment cibler les bienveillants qui sont attitrés à un type de clientèle. Donc, si leur client a un problème physique, ben on va aller donner de la formation sur les transports, sur comment faire les transports du lit, mettons, au fauteuil, où on va aller mettre l'accent sur des choses qui sont spécifiques à chacun des mandats qu'ils ont. Maintenant, petite question simple, c'est dommage, on ne peut pas vous voir parce qu'on est en plein écran, mais est-ce que vous pourrez vous voir entre vous ou vous voir vous-même dans votre salon? Est-ce que vous êtes proche aidant? Ou plutôt, est-ce que vous êtes capable de vous reconnaître comme proche aidant? Moi, je sais, je suis proche aidante. Alors, peut-être est-ce que vous connaissez quelqu'un aussi dans votre entourage qui ne sait pas qui est proche aidant? Donc, c'est crucial de commencer par reconnaître si nous jouons ou non ce rôle-là, parce que c'est souvent sous-estimé. Être proche aidant, ça ne se limite pas seulement à l'idée d'aider physiquement sa mère, son père à prendre son bain. Ça englobe tout l'aspect émotionnel, psychosocial du soutien. Donc, c'est important de comprendre ce que ça implique dans votre vie quotidienne. Qui est proche aidant? Bien, ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, voisin, ami, parent. Ça peut être des membres de la famille plus éloignés. Souvent aussi,
c'est des gens qui sont dans la génération que l'on appelle la génération sandwich, donc les 45-65 ans. Ces gens-là, on les appelle sandwich parce qu'ils jonglent entre les soins à leurs enfants et les soins à leurs parents âgés. Même à distance, on peut être un proche aidant. Dès qu'on offre un soutien psychologique, psychosocial à la personne. Donc, les statistiques montrent qu'environ 20 de la population au Québec est proche aidante. Puis, une majorité d'entre eux sont des femmes qui fournissent 85 des soins aux personnes âgées. Être proche aidant, c'est un véritable rôle. C'est comme être un parent, on porte plusieurs chapeaux à la fois. Donc, ça peut se décliner de plusieurs façons. Certains vivent avec la personne qu'elle aide, d'autres lui consacrent quelques heures par semaine, d'autres les accompagnent à distance. Donc, c'est un engagement des fois à temps partiel, des fois à temps plein. Ce qui distingue un proche aidant du bénévole, c'est la relation affective et familiale que les deux personnes entretiennent. Ce rôle-là peut être extrêmement gratifiant, mais il peut aussi devenir très exigeant sur le plan émotionnel, ce qui peut créer un déséquilibre dans votre vie personnelle et professionnelle. Maintenant, avec ces informations-là, est-ce que ça se pourrait que vous soyez proche aidant, mais que vous ne le saviez pas? Laissez-nous vous montrer dans la prochaine diapo une image frappante de ce que ça peut représenter, la proche aidance. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil, Peu à peu, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer oublient leurs proches. les feuilles mortes se ramassent à la terre. Trop souvent, leurs proches aussi s'oublient. Trouvez de l'aide sur masociété.ca. Donc, en tant que proche aidant, vous êtes au cœur même du soutien de la personne atteinte de troubles neurocognitifs, un peu comme qu'on l'a vu dans la petite vidéo, mais l'annonce même de ce diagnostic-là peut être un choc non seulement pour la personne qui est malade, qui est atteinte, mais aussi pour son entourage. Certaines personnes se retrouveront dans un rôle de proche aidant souvent très éprouvante, mais aussi très nécessaire. Donc, c'est un rôle essentiel, mais en même temps qui peut être si demandant. Le soutien peut être de nature physique, psychologique, psychosociale, mais il est aussi primordial de continuer à prendre soin de vous pour être un meilleur soutien possible pour votre proche. On ne le rappellera jamais assez souvent, là, il ne faut pas être seul pour porter ce fardeau-là. On doit être plusieurs, on doit en fait avoir un réseau, s'entourer pour ne pas être trop fatigué là, de ce rôle-là, de ce que ça peut amener émotionnellement. Le rôle des proches aidants, c'est central pour le soutien quotidien de ces personnes. C'est aussi les aidants qui jouent des rôles indispensables dans la gestion de la maladie, dans le maintien de la sécurité, dans l'encouragement à la participation sociale. Mais votre bien-être et vos besoins doivent également être pris en compte car c'est des soins qui peuvent être très exigeants tant au plan émotionnel que physique. Il est donc important de souligner que vous n'êtes pas seul en tant que proche aidant. Marie, tu n'es pas seule en tant que proche aidant, que vous devez demander de l'aide, de bénéficier des ressources qui sont là pour vous soutenir dans votre rôle. C'est d'ailleurs primordial pour votre bien-être à vous. Puis, dans le fond, ça va nous amener au prochain point qui est justement l'importance du soutien. Être proche aidant, c'est un acte d'amour et de dévouement, mais à quel prix, dans le fond? Avez-vous déjà ressenti de la fatigue et qui semble jamais disparaître? En fait, c'est un sentiment d'être tiraillé entre vos responsabilités et votre propre bien-être. Mais comme on l'a dit, vous n'êtes pas seul là-dedans. Puis l'épuisement, l'anxiété, la culpabilité, c'est tous des émotions qui sont normales, mais qui peuvent être inévitables. Trop souvent, on pense qu'aider un proche signifie s'oublier soi-même. Je vais être capable, je vais le faire, j'ai le temps, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de... Toutes les autres choses tombent alentour parce que, dans le fond, notre focus, la chose la plus importante, c'est de venir en aide, d'être le proche aidant. Mais comment qu'on fait pour continuer à aider comme ça si
on sent déjà que le stress, l'épuisement, la perte de motivation, des fois, les signes, c'est tous des signes d'alerte. Des fois, on devient impatient avec la personne aimée parce qu'on est fatigué, parce qu'on est proche aidant, parce qu'on sent qu'on a 1001 responsabilités sur nos épaules, mais il ne faut pas laisser ces situations-là devenir réagir, agir sur notre stress, sur nos émotions, puis il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il faut écouter son corps, il faut écouter son esprit. Si on sent de la fatigue chronique, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, bien, ça veut dire qu'il est temps d'agir. Il faut mettre quelque chose en place pour justement pallier à cette situation-là. Il faut s'accorder aussi du répit. En tant que proche aidant, on a besoin que ce soit juste une petite pause, d'aller prendre le temps de sortir dehors, de respirer, de vous reconnecter à des choses qui vous font du bien. C'est important de le faire, puis de rester entouré aussi, de ne pas s'isoler. Des fois, le cerveau, c'est une drôle de machine qui fait en sorte que quand on est dans une situation où est-ce qu'on est un peu plus mal à l'aise, bien, on s'isole, on ne veut pas aller voir les autres, on ne veut pas demander de l'aide, mais au contraire, il faut le faire pour justement prendre soin de soi, puis qu'on n'ait pas ce sentiment-là de culpabilité de le faire. Il faut prendre soin de nous, mais aussi, l'important, c'est qu'en prenant soin de nous, on va être en mesure de prendre soin de l'autre personne aimée sur plus long terme. On ne devient pas un mauvais aidant naturel parce qu'on prend du temps pour soi. Au contraire, on est un meilleur aidant naturel parce qu'on va être plus patient, on va être moins stressé. Donc, ça m'amène à vous poser la question à vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour vous? Parce qu'il faut essayer de se garder un petit moment pour soi. Donc, évidemment, bien chez soi est là pour vous. On sait que le quotidien peut être un vrai défi et c'est pour ça qu'on offre un soutien sur mesure qui s'adapte à votre réalité. On n'avance pas à pas avec vous. On vous apporte les ressources dont vous avez besoin pour que vous ne vous sentiez jamais seul. Et si d'autres services peuvent compléter l'accompagnement, on vous met en contact avec les bonnes ressources. Parce que, justement, il ne faut pas le faire seul. Notre rôle, c'est d'être là pour répondre aux besoins spécifiques de votre proche. On travaille avec vous, mais aussi avec les hôpitaux, les travailleurs sociaux du CLSC, d'autres organismes, pour s'assurer que votre proche puisse rester à la maison le plus longtemps possible ou y revenir le plus rapidement possible à la suite d'une hospitalisation. Nos bienveillants sont là pour alléger votre charge, qu'il s'agisse de tâches domestiques ou de l'accompagnement médical pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la personne que vous aimez. Demander de l'aide, que ce soit pour donner un bain ou autre, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un moyen de profiter pleinement du temps ensemble sans vous épuiser. Il y a des solutions et on est là pour vous aider à les trouver. Évidemment, comme on le disait plus tôt, on met sur la confiance, la collaboration et une communication transparente pour que vous puissiez avoir l'esprit tranquille en sachant que votre proche est entre bonnes mains. On n'est pas des robots. Quand vous nous appelez, on sait qui vous êtes et le bien-être de votre proche nous tient autant à cœur qu'à vous. Des ressources comme la Société Alzheimer, l'Appui et Parkinson Québec offrent un soutien précieux aux proches aidants avec des programmes de formation, des groupes de soutien, puis de l'information spécialisée pour mieux gérer vos défis au quotidien. La clinique Mémoire, que l'on remercie encore une fois de nous avoir invités, est un centre médical spécialisé pour le dépistage des problèmes de mémoire. La clinique vous aide à reconnaître et à détecter les signes précoces des problèmes de mémoire pour, si possible, en atténuer les effets négatifs. Et finalement, la faculté de médecine et des sciences de la santé de McGill propose un guide d'accompagnement, un livret d'activités, des capsules vidéo, entre autres. Donc, comme vous en doutez, avoir un bon réseau, ce n'est pas seulement bénéfique pour nous, mais aussi pour notre clientèle. Un réseau étendu permet de mieux cerner les besoins de nos clients, d'offrir des solutions variées et faciliter l'accès à des services complémentaires. Cette liste que vous voyez n'est qu'une courte liste de nos contacts qui s'allonge au fil du temps. Donc, en choisissant de travailler avec des professionnels qui sont bien connectés, vous avez accès à des ressources et des conseils précieux et vous pouvez profiter d'opportunités que vous n'auriez pas eues que vous n'auriez pas découverte autrement. Il fallait bien que je termine comme ça. Votre satisfaction est notre priorité et notre réseau est là pour vous aider. Alors, n'hésitez pas, ça met fin à notre présentation. Je
pense, 2 minutes d'avance. Avez-vous des questions, témoignages, commentaires? On va laisser également, en fait, les coordonnées ici si jamais vous voulez entrer en contact avec nous, dépendamment du secteur. Là, malheureusement, comme on l'a mentionné, nous, on est dans la région de l'Outaouais, mais ça va nous faire plaisir également de vous donner les informations pour les autres succursales là, à travers la province du Québec. Est-ce que vos bienveillants parlent autre langue que le français et l'anglais? Absolument, ça fait partie des critères quand justement on remplit la fiche des besoins. Il y a diverses langues que nos clients parlent, puis on va chercher évidemment la ressource qui est capable de les aider. Donc, souvent, justement, quand les gens ont des pertes neurocognitives, à ce moment-là, ils vont souvent être plus familiers avec leur langue maternelle. Alors, on s'adapte à ces gens-là là, pour être en mesure de les aider. Ai-je raison de penser que vous êtes comme la carte de service des RPA? Les RPA, c'est des résidences pour personnes aînées. Nous, on n'est pas des cartes de service de RPA parce que dans le fond, nous, on va offrir les services aux gens directement, qu'ils soient à n'importe quel domicile, que ce soit dans une maison privée, une résidence pour personnes âgées, un CHSLD, un condo. Dans le fond, nous, on va aller où est-ce que les gens demeurent tout simplement, mais on ne transige pas avec le RPA, on va transiger avec la personne même qui va recevoir les soins ou bien la famille qui fait la demande pour avoir de l'aide supplémentaire à la maison. Est-ce que le tarif est payable à l'heure? Oui, en fait, tous nos services sont payables à l'heure. Si on parle de personnes qui sont âgées de 70 ans et plus, avec la création des factures qu'on émet à toutes les semaines, vous conservez ces factures-là, puis c'est pour le Québec du moins, c'est un 38 en crédit d'impôt qui est remboursé là, au moment des impôts, qui est disponible. Puis on fait aussi affaire avec, si vous connaissez le chèque emploi-service au niveau du CLSC, c'est une formule qui est acceptée avec Bien chez soi pour justement essayer de diminuer le taux horaire là, auprès du participant ou auprès de sa famille. Pour ce qui est des assurances, on a une question sur les assurances également. Je vais te laisser répondre. Est-ce qu'on doit avoir des assurances pour couvrir les frais? Non. En fait, vous avez l'assurance en tant que telle, il y a des assurances privées qui ont des soins à domicile. Il faudrait vraiment aller voir auprès de votre assureur à savoir si vous avez le droit à des soins de service, des soins et services à domicile, si ça doit être un préposé aux bénéficiaires, si ça fonctionne, ou bien si ça doit être une infirmière auxiliaire ou une infirmière, là. Mais ce n'est pas nécessaire, non, pour faire affaire avec nous d'avoir des assurances. Nous, si jamais je n'ai pas répondu bien à la question, là, nous, on a des assurances erreur, omission, responsabilité civile. Si jamais il arrivait quelque chose, on est couverte à ce niveau-là. Mais pour les gens qui veulent faire affaire et recevoir les services, non, ce n'est pas essentiel d'avoir des assurances pour couvrir les frais. Le pourcentage, pour ce qui est de combien de pourcentage est remboursé, ça dépend des revenus des gens là, pour ce qui est du crédit d'impôt. Donc, c'est à valider avec un comptable de ce côté-là. En fait, c'est 38 qui est remboursé. La seule chose, c'est que le plafond, ce que Marie veut dire, c'est que le plafond qui est remboursé va dépendre vraiment de votre revenu. Donc, puis de votre situation. Par exemple, je vais donner un exemple comme ça, là, mais une personne qui demeure seule va avoir un plafond plus élevé que la personne qui est en couple, qui demeure avec son mari ou sa femme. Parce que, dans le fond, ce sont deux personnes, puis le gouvernement diminue à ce moment-là le plafond jusqu'auquel vous avez le droit pour faire la demande de remboursement. On a une question. Comment aborder l'aide à domicile si la personne atteinte est dans le déni et refuse, mais que le proche aidant aurait besoin d'un répit? Ça, c'est très commun. Souvent, les gens vont avoir beaucoup de réticence à recevoir de l'aide parce que, comme on le disait plus tôt, il y a beaucoup de déni dans les troubles neurocognitifs, surtout dans les premiers instants. Mais ça nous arrive justement quand on va rencontrer les familles, on va demander à ce que tout le monde soit présent, y compris la personne atteinte, pour être en mesure là, de rassurer la personne puis de lui faire comprendre les démarches. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Moi, j'ai déjà, dans le passé, une situation similaire qui s'était produite. Puis, en fait, la bienveillante là, avait été apportée à la dame en question comme étant une amie
de l'aidant ou l'aidante naturelle. Donc, les premières fois que les rencontres ont eu lieu, c'est comme si c'était un ami qui venait. Puis par la suite, ben là, de fil en aiguille, on a continué à avoir les visites qui se sont poursuivies. Mais là, le premier contact avait déjà été fait. Donc, moi, je m'appelle Josiane Rochon. Disons que la dame, elle s'appelait Madame Rochon. Bien, quand la personne revenait par la suite, elle disait, bien, vous vous souvenez, Madame Rochon, j'étais ici la semaine passée avec votre fille, Marie, ou peu importe. Puis là, de fil en aiguille, c'est comme ça que on arrivait, dans le fond, à couper là, au niveau du déni, puis au niveau du fait qu'ils n'ont pas besoin d'aide, parce qu'effectivement, ça arrive parfois que les gens vont se brûler là, en étant proche aidant, puis que la personne ne veut pas d'autre aide que, dans le fond, cette proche aidante-là. Brigitte, je vous envoie un numéro de téléphone, mais on pourrait aussi reprojeter nos adresses courriels, peut-être. Je ne sais pas si on est capable de faire. En fait, on peut mentionner à tout le monde, là, pour Gatineau, le numéro de téléphone, c'est le 819-866-3845. 3, 8, 4, 5. Ça, c'est Gatineau, puis Hall. Hall, je l'ai indiqué plus haut, 303-2174. Mais n'hésitez pas, www.bienchezsoi.ca, puis vous pouvez remplir un formulaire. Vous allez aussi voir le numéro de téléphone directement là, puis vous allez être distribué ou réacheminé vers la bonne succursale. Quelqu'un a posé une question, puis je vais juste remonter ici. Vous avez répondu. Oui, vous avez répondu à la question. Parfait. Vous faites une offre de service et après évaluation, si je comprends bien. En fait, c'est au même moment. C'est lors de la première rencontre où est-ce qu'on va remplir la fiche des besoins suite à à l'inscription des informations sur la fiche des besoins. On va aller remplir au niveau du contrat les informations pour signature pour qu'on puisse commencer les recherches pour trouver la personne la bienveillante pour vous ou pour votre proche. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, tout est discuté là ensemble, puis on va aller mettre la fréquence, on va aller mettre toutes les informations que vous souhaitez là, sur les visites pour s'assurer de bien répondre à vos besoins, puis qu'en même temps, nous-mêmes, on a compris tous les besoins que vous aviez pour y répondre avec les visites qu'on met en place. Fait que l'offre de service, c'est vraiment au même moment que la fiche des besoins, mais à savoir que le contrat de service qu'on a avec Bien chez soi, c'est un contrat à durée indéterminée. Ce qui signifie, c'est que vous êtes, c'est pas comme un abonnement gym où est-ce que vous devez prendre pour 1 an d'abonnement avec Bien chez soi. C'est tant si longtemps que ça répond à vos besoins, tant si longtemps que ça fait votre affaire, on poursuit les visites. La journée où est-ce que vous voulez suspendre, annuler ou modifier, tout ce qu'on demande, c'est un préavis de 72 heures. Donc, avec un avis de 72 heures, vous êtes en mesure de mettre fin à n'importe quel contrat qu'on a ensemble pour vous n'avez même pas besoin de nous expliquer si vous ne voulez pas expliquer, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de durée prédéterminée. Là, vous n'avez pas l'obligation d'être avec nous pour une durée plus longue que ce que vous souhaitez. Donc, je pense que ça fait le tour au niveau des questions. On vous remercie beaucoup pour votre temps. Puis, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer un courriel ou bien nous téléphoner pour plus de détails. Merci tout le monde. Un gros merci.